Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Barbecue Vélo sur Radio Merguez & Co. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission, c'est-à-dire depuis la fin du Tour de France, et on s'est dit que à la fin de cette saison vélo qui aura été pleine de rebondissements, pleine de belles histoires, c'était l'occasion de marquer le coup et de revenir sur ces dernières semaines de compétition. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de retrouver Thierry Ladan. Comment ça va, Thierry? Ouais, et toi? Eh ben super bien, surtout que Thierry, tu as plein d'anecdotes croustillantes à nous livrer parce que tu as suivi de très très près Paris-Roubaix, hein, c'est ça Thierry? Ouais, c'est ça. Ah, tu vas nous raconter ça. On retrouve également Rulio. Salut mon Rulio. Salut Thomas, salut à tous. Alors Rulio, toi dans ton actu, tu continues toujours à être chroniqueur hein, au sein d'une radio. Raconte-nous ça. Ouais, je suis à Lyon cette année, donc je suis l'OL du coup très régulièrement pour une web radio et puis peut-être bientôt pour un petit journal de presse écrite. Il y a des petits projets qui se mettent en route. Vous en saurez plus la prochaine. Parfait. Bon, en tout cas, tu nous tiens au courant hein, de très près, mon Rulio. Et on a un nouveau chroniqueur qui nous rejoint, c'est Charlie 91. Salut Charlie. Salut à tous, ravi de faire partie de vous. Parfait. Bon, mais écoutez les gars, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'il s'est quand même passé beaucoup de choses hein, depuis le Tour de France. Parlons de la Vuelta parce que c'est vrai que on s'était dit entre nous hein, en préparant l'émission et sur notre fil de discussion WhatsApp. Moi, j'aime beaucoup la Vuelta parce que c'est de nuit. Enfin, c'est de nuit. Ça commence en début d'après-midi. Ça vient rythmer nos soirées. C'est pas non plus des épreuves de pure montagne comme on peut l'avoir sur le Tour de France et on a souvent des surprises. Et là, Thierry, sur la Vuelta, il n'y a pas eu trop de surprises. Par contre, il y a eu des belles victoires françaises, n'est-ce pas, Thierry? Bah ouais, il y a eu des belles victoires françaises, je crois. Champoussin, quand il arrive, il vient contrer ce groupe, le groupe des cadors de devant. Ouais, il y a eu des belles victoires. On a eu une belle Vuelta avec même Jack Haig qui finit troisième. Enfin, ça reste quand même devant des coureurs comme Adam Yates. On voit aussi Gino Madère cinquième. Donc ouais, c'était une bonne petite Vuelta. Rulio, bon côté français, donc on l'a dit, il y avait aussi Romain Bardet hein, qui, peut-être que c'est Charlie qui va pouvoir nous en parler aussi de Romain Bardet, mais on est un peu inquiet hein, sur son état de forme et sur sa capacité à pouvoir revenir au premier plan. N'empêche, il a quand même remporté une étape au courage hein, sur cette Vuelta. Ouais, exact. Il va chercher cette 14e étape, je crois. Il va gagner à la Villhuerca, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et c'est vrai que on a l'impression que ça l'a un petit peu libéré le fait de partir chez DSM parce que il en parlait, je crois, il y a pas longtemps dans une interview. Je sais plus si c'était dans l'équipe, je sais plus où c'était, mais il disait, je crois que j'ai vraiment fait le bon choix de quitter AG2R parce que je commençais un petit peu à rentrer dans une routine, je commençais à rentrer un petit peu dans un travail qui se répétait quoi. Voilà, je devais être là pour les grands tours, j'avais la pression d'une équipe française. Donc là, déjà, il a des bons coureurs autour de lui. Il a Storer, bon, qui va partir l'an prochain, mais il a des bons coureurs avec lui. Et puis là, ouais, aller chercher cette victoire, être un petit peu plus libre. Voilà, 14e étape, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné. Je crois que ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas gagné sur un grand tour. Donc, il nous fait plaisir, Romain. Et puis, je pense qu'il va revenir quand même au niveau des luttes pour les classements généraux. Je crois qu'il a annoncé ça. Donc, on a hâte de le voir courir enfin à fond sur un classement général avec sa nouvelle équipe. Parce que là, il était bien parti. Bon, il a eu sa chute qui l'a ralenti, mais bon, il nous a fait quand même plaisir avec cette 14e étape. Bon, il fait 25e hein, sur la Vuelta, Charlie. Romain Bardet, moi je sais que c'est un coureur que t'aimes bien, hein, Charlie 91, c'est ça hein? Surtout, j'aime bien le voir à l'attaque. C'est bien, comme tu le disais, Rulio, le fait d'avoir un Bardet nouveau sur la Vuelta qui nous a fait plaisir, qui nous a régalé, qui a beaucoup attaqué avec l'équipe DSM, qui a un état d'esprit hyper offensif et qui va de l'avant. Donc ça, c'est vraiment bien, ça anime la course et ça fait que la Vuelta est une course hyper animée, hyper agréable à voir. On s'ennuie pas, même si parfois le général, on peut se dire, voilà, un leader peut prendre la main, voilà, on s'ennuie jamais et on s'est effectivement pas ennuyé pendant cette Vuelta 2023. Alors on s'est pas ennuyé, donc comme je disais, c'était sans surprise parce que on attendait la victoire d'un gros. Bon, cette victoire d'un gros, on l'a eu puisque c'est Primož Roglič qui l'a remporté.
Roglic, bon, qui a été, ça va être un peu dur de dire défaillant sur le tour, mais c'est vrai que il y a eu quand même un écart entre Roglic et même, je veux dire, les autres favoris et Pogačar. Là, sur la Vuelta, ça a été plus compliqué que ça, hein, mon Thierry. C'est que Roglic, sa victoire, elle s'est dessinée vraiment en fin de compétition. Ouais, c'est ça, il a surtout réussi, enfin, quand on voit l'écart, je crois, de 5 minutes après, avec le groupe sur, je sais plus, l'étape 18, je crois, Mm. ou 19. Enfin voilà, il a su être dans les bons coups et voilà, il a pas lâché les roues, pas eu de défaillance comme il a pu avoir sur le tour. Et voilà, c'est une victoire méritée. Victoire méritée, donc une nouvelle fois une belle Vuelta. Et puis, ben, on le sait, hein, quand on arrive sur le mois de septembre, ben, on arrive sur des compétitions un peu plus courtes. C'est fini les grands tours, mais c'est là aussi où on peut avoir des profils de baroudeurs, hein, tirer leur épingle du jeu. Et en parlant de baroudeurs, ben, il faut forcément qu'on parle de ces championnats du monde où vraiment on a vibré, hein, on a vibré en tant que Français pour Alaphilippe, pour l'équipe de France. Je vous propose ben, qu'on en parle un peu plus longuement parce que cette course, c'est vrai que on l'a beaucoup décrypté. On a eu la version d'Alaphilippe, qui est une version mi-instinctive, mi-tactique. On a Thomas Vauclair aussi, le capitaine de cette équipe, bah, qui a préparé les choses, qui certainement a été pris pour un fou par beaucoup de spécialistes, parce que jamais cette tactique n'aurait été enseignée par une autre équipe ou peut-être par un autre capitaine que Thomas Vauclair, et pourtant ça a fonctionné. Donc est-ce qu'à votre avis cette victoire d'Alaphilippe, ça tient vraiment au talent de ce coureur, ou c'est aussi parce que les autres étaient un peu en dedans, hein, Charlie? Dedans, je sais pas. Par contre, il est vrai que la course a été lancée très très tôt en fait. Retour à l'ancienne, hein, pas d'oreillettes, des panneaux sur le bord de la route pour donner des consignes, enfin le minimum vital. Et les coureurs font la course. Et effectivement, le briefing a dû être assez long. Je crois que vous devez avoir lu quelque part d'avoir un briefing beaucoup plus long que d'habitude pour convaincre les coureurs. Après, il y a des favoris qui effectivement ont été un peu en dedans, qui ont fait une course. Ils sont passés à travers en fait de cette course un peu particulière. Mais au final, quel rythme enlevé quoi. On s'est effectivement pas ennuyé une seconde entre les différents parcours et d'avoir au final effectivement un beau vainqueur. Alors bien sûr là on est tricolore, on est content que ce soit Alaphilippe, mais à l'issue de cette course qui était magnifique, ça aurait été forcément un magnifique vainqueur. C'est bien que ce soit pas une grande surprise d'un insider qui vient nulle part, mais vraiment une course où je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier et à souligner dans les manuels de cyclisme pour les jeunes qui vont sur la route, quoi. Vraiment, ça a été un festival. Je disais donc qu'il y avait peut-être certains favoris qui étaient en dedans. Je pense notamment Rulio à Wout van Aert, qu'on annonçait comme le grandissime favori devant son public. Il a pas fait une saison exceptionnelle, hein, Wout van Aert, donc on se dit qu'il en avait quand même sous la pédale. On peut le dire quand même. Enfin, je veux dire, il a été globalement dans les attentes, mais je veux dire, il nous a pas impressionné cette saison, et on se disait que c'était son moment de gloire. Et sous les premiers coups de boutoir d'Alaphilippe, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, hein, il a craqué. Comment t'expliques cette petite forme de Wout van Aert, Rulio? Bah, c'est vrai que c'est étonnant parce que on l'a vu qui explosait tout sur le Tour de Grande-Bretagne. Je crois qu'il y a eu quatre succès devant Alaphilippe, et il avait enlevé le classement général, et il se concentrait totalement sur cette course en ligne, quoi, comme tu le disais très bien. Thomas, voilà, il y avait le public, il y avait son public, le public belge qui était en transe, quoi, c'était incroyable. Et déjà en plus il est maudit sur le chrono, enfin maudit, il est battu par plus fort que lui. Il finit deuxième quand même derrière un incroyable, j'ai perdu son nom, mais ça va me revenir. Tu disais? Filippo Ganna. Ganna, oui, voilà, derrière Ganna. Et donc voilà, il se fait battre encore une semaine après sur cette course en ligne. Donc je sais pas
trop comment l'expliquer. Il a pas eu les jambes pour partir, pour aller chercher Alaphilippe. Ouais. Tout simplement, voilà, il a pas réussi à suivre sur ce côté-là. La Belgique avait fait, je dirais pas la course parfaite parce que ils ont pas réussi finalement à aller chercher Alaphilippe, mais jusque là, en tout cas, ils avaient bien couru. C'est juste les jambes qui n'ont pas été au rendez-vous au moment où elles devaient être au rendez-vous. Donc, est-ce que c'est la fatigue, la fin de saison? Il a quand même beaucoup enchaîné. On l'a vu concourir sur des terrains qui n'étaient pas forcément les siens, mais qui se sont finalement résolus être les siens, comme au Tour de France quand il gagne au Ventoux. Donc, ouais, c'est étonnant de ne pas avoir eu un Van Aert dans un meilleur niveau, mais après, c'est vrai que c'est la fin de saison, donc il y a peut-être quelques facteurs physiques qui ont fait la différence. Ouais, ils sont fatigués. Et d'ailleurs, un autre favori pour ces championnats du monde, c'est l'Italien Colbrelli, Sonny Colbrelli. Moi, c'est celui dont je me méfiais le plus. D'ailleurs, je pense que dans mes pronostics, je pariais sur Colbrelli. En fait, je me suis trompé de course. J'aurais dû parier pour Paris-Roubaix. Mais d'ailleurs, Colbrelli a montré à sur Paris-Roubaix qu'il en avait encore dans les jambes et il voulait chercher une grande victoire. Je pense que c'est celui qui pourrait avoir le plus de regrets sur les championnats du monde. On a parlé aussi un petit peu de Van der Poel qui nous avait pas régalé parce qu'on l'a quand même pas mal critiqué sur cette première semaine de Tour de France, mais on était quand même attentif sur ce qu'il pouvait proposer dans les championnats du monde. Le fait est qu'il est sans doute encore un peu vert, Thierry, Van der Poel, il est encore un peu jeune. Ouais, bah c'est sûr, sur le papier, on pouvait tous dire que ça se jouerait entre Van der Poel, Van Aert et Alaphilippe. Et après, voilà, ça se jouera à l'expérience. Alaphilippe, on sait qu'il aime bien ça. Et puis, juste pour revenir sur les trucs, l'équipe de France, etc. Je pense surtout que l'équipe de France, elle était venue avec Alaphilippe et que la Belgique, quand t'as Evenepoel qui derrière fait une interview en disant, bah oui, mais enfin, moi, j'ai roulé 30 km et Van Aert va pas finir. Enfin, je suis un peu dégoûté. Sûr que la Belgique arrive quand même avec plusieurs leaders, même si je pense que dans leur tête c'est Van Aert. C'est Van Aert, ouais. Finalement, la France c'est la course tactique parfaite et tout pour Alaphilippe, contrairement à la Belgique où parce que Evenepoel en plus respecte pas le plan initial. Alors, enfin, on va pas lui taper dessus, on va pas dire c'est lui qui a fait perdre la Belgique et tout. Mais voilà, Van Aert il le dit bien après quoi, comme tu dis, après la course, il dit le plan c'était Stuyven et non, je crois Lampart et je sais plus Stuyven ou Lampart qui devait aider Van Aert sur le final. Avec Evenepoel et finalement Evenepoel il s'est barré avant, il s'est dit j'ai une belle condition physique, je vais me faire plaisir, donc voilà, le plan n'a pas forcément été respecté aussi, donc forcément la course poursuite pour aller chercher Alaphilippe n'a pas été la même. Alors les amis, je me rends compte que j'ai quand même été un peu dur avec Wout van Aert, puisqu'il a quand même fait une grosse saison, puisqu'il accumule. Ouais, j'étais un peu dur, parce que c'est quand même 13 victoires. Il faut toujours aller chercher le meilleur, Thomas. Ouais, c'est vrai, non, mais parce que et en plus je vois qu'il a été plutôt régulier parce qu'il a été présent sur les grands tours. Il y a quand même 3 étapes du Tour de France, le Tour de Grande-Bretagne. Il a quasiment pas fait d'impasse, Van Aert, donc. Mais voilà, il y a pas de grosse victoire, quoi. Ouais, voilà, t'as pas tort dans le sens où, effectivement, il est allé chercher aucun monument, enfin comme Alaphilippe c'est ça. Et Van der Poel, et finalement, voilà, c'est vrai que il a fait une grosse saison, mais ouais, il est deuxième. Il est deuxième à Tokyo, aux Jeux Olympiques. Deuxième du contre-la-montre derrière Ghana. Exactement. Alors par contre, le Tour de Grande-Bretagne, je sais que, je sais pas si vous aimez bien le Tour de Grande-Bretagne, mais bon, c'est pas vraiment le Tour de Grande-Bretagne, c'est plus un petit peu comme un tour de région, comme on a nous ici. C'est comme le Tour du Limousin, vous voyez, c'est très bien, c'est super. Donc bon, il a remporté ce Tour de Grande-Bretagne, mais pas avec une très grande adversité. Il est champion de Belgique. Donc non, j'étais un petit peu dur, mais c'est vrai que pour ce coureur, on se dit voilà, il devrait être au niveau peut-être d'un Pogačar parce qu'en termes de potentiel, ça se vaut, Thierry. Ouais,
Alors, c'est un très bon coureur. Il est à l'aise un peu partout, sur les classiques, sur les sprints, Ouais. sur partout. C'est le Peut-être plus voilà. complet, c'est le plus Ouais, c'est complet des ça, c'est coureurs. Hein. ça, c'est ça. C'est si limite il pouvait, enfin voilà, il gagne au Mont Ventoux. Derrière, il va chercher une étape au sprint. Derrière, il va faire deuxième au championnat contre la montre, championnat du monde. Mm. Enfin, c'est vraiment un coureur qui on n'a rien à envier. Enfin, qui n'a rien à envier aux autres. Voilà. Bon, pour revenir sur Alaphilippe, Charlie, euh, bon, on adore ces interviews. Hein. Moi, je sais pas vous, mais moi, je me régale toujours en lisant Alaphilippe parce que c'est un mélange de fraîcheur et de très grande honnêteté. C'est qu'en fait, Alaphilippe, s'il est claqué, il vous dira toujours qu'il est claqué et il essaiera pas de faire du théâtre. Et puis en même temps, on se rend compte de la dimension euh, fondamentalement psychologique de ce sport. Et si on fait pas du cyclisme à haut niveau, c'est-à-dire que le cyclisme de haut niveau, c'est quand même une très très grande part de souffrance. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres sports comme ça qui sont basés sur la souffrance. Et enfin, je veux dire, faut aimer souffrir. Et Julien Lafilippe, à chaque fois, avec l'humour qui est le sien, il le rappelle. Hein. Il dit en fait, il faut quand même aimer rester des heures sur une selle qui vous scie les fesses et continuer à donner des coups de braquet en repoussant ses limites en permanence, Charlie. C'est ça, Julien Alaphilippe. Ah ouais, il triche pas, on le voit dans les interviews sur le vélo. Quand il donne de la tête, on sait qu'il est à fond, on sait qu'il est à la rupture. Après, il a la grande honnêteté de dire aussi qu'il veut gagner des courses et que s'il devenait un coureur de grand tour, il y aurait peut-être moins d'opportunités pour aller claquer des victoires comme on a pu le voir là au championnat du monde. Certes, il a pas fait beaucoup de courses entre le Tour de France et il n'a pas participé au JO. On a peut-être le reprocher parce qu'il aurait pu être une des meilleures cartes françaises, mais finalement, il s'est bien rattrapé. Il est son objectif et au final, il nous a clairement régalé. Mais c'est vrai que c'est un coureur, c'est un pur sang, c'est un coureur qui sait gagner en tant que puncher les grandes épreuves et celle qu'il fallait cocher, il l'a coché, il l'a mis au fond et quel plaisir de voir ça et voilà, de le voir à nouveau sur chaque course avec ce niveau de performance. Euh, Alaphilippe, on peut dire quand même qu'il sauve sa saison avec ce championnat du monde parce que souvenez-vous sur le Tour de France. Alors bon, évidemment, il est français. Il avait fait un grand tour l'an dernier, donc on l'attendait. Alors évidemment, quand on connaît un peu le cyclisme, on savait très bien qu'il n'avait pas vraiment de chance de remporter le Tour de France, mais on se disait qu'il pouvait quand même enchaîner plusieurs jours avec le jaune, qu'il pouvait éventuellement se mener à la course du classement général. Et ça a été beaucoup plus dur que ça pour lui. D'ailleurs, il a dit, hein, il a reconnu que c'était pas faute d'avoir essayé et c'était pas un déficit de volonté, c'est juste qu'il n'avait pas les jambes pour ça. Et le fait de garder le maillot arc-en-ciel pour Alaphilippe, c'est quand même un petit peu, Thierry, un trompe-l'œil hein, pour une saison mi-figue mi-raisin pour Alaphilippe. Ouais, c'est ça. Et puis, sur le Tour, avec ce maillot de champion du monde, on est français. Sur le Tour, on se dit bon ben voilà, on lui met forcément plus de pression. Il avait aussi dit qu'il s'était entraîné au Sierra Nevada pendant 3 semaines. Il avait fait des stages en aptitude. Donc, nous, Français, directement, avec ce maillot de champion du monde, le fait qu'on lui en demande peut-être beaucoup aussi, voilà, c'est vrai que c'est dur. Après, il lui-même l'a dit, le maillot de champion du monde, il a l'impression d'endosser plus de responsabilités. Donc voilà, peut-être que cette deuxième saison, ça le sauvera plus. Et le fait d'être, je vais pas dire habitué, mais habitué à cette pression qu'on lui a mis cette année, peut-être que voilà, cette année, ça lui permettra de se débloquer. Rulio, est-ce qu'Alaphilippe c'est vraiment un leader d'équipe? Parce que on a envie de se dire que peut-être qu'Alaphilippe ça serait finalement un magnifique lieutenant, quoi. C'est-à-dire que je sais que c'est irrévérencieux ce que je dis parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de grands coureurs dans cette génération et Alaphilippe en fait partie, mais est-ce qu'il n'a pas atteint son plafond de verre, Alaphilippe? C'est vrai qu'il régresse ces dernières saisons, mais il y a 2-3 ans, je me souviens de son année 2019, elle était exceptionnelle, il brillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ces dernières saisons, il est peut-être plus allé chercher des titres importants, comme les championnats du monde. La Flèche Wallonne aussi.
Pardon, ouais, exactement, mais moins régulier. Enfin, tu me diras, il était quand même allé chercher Milan Sanremo, quand même, c'était important, mais c'est vrai que voilà, depuis 2 saisons, il fait pas des saisons hyper pleines. Après, son plafond de verre, je sais pas. Je pense qu'il peut faire mieux si peut-être il organise mieux ses saisons. Là, il a dit peut-être que l'année prochaine, j'irai sur les gros objectifs en courant moins, mais avec un objectif plus précis, me préparer vraiment pour celui-là. Avec le maillot de champion du monde, effectivement, pour une deuxième année consécutive, comme l'a superbement dit Thierry, je pense que voilà, il a emmagasiné cette expérience. Il sait ce que c'est maintenant la pression d'avoir le maillot irisé, donc je pense que ça va être beaucoup plus facile pour lui de le gérer pour cette nouvelle saison. Mais après, il a quand même encore beaucoup de courses à aller chercher. Liège-Bastogne-Liège, il faut absolument qu'il la gagne un jour. Il est quand même passé si près, il faut qu'il aille le chercher. Le Tour des Flandres, on avait un petit peu des doutes sur ses capacités à briller sur le Tour des Flandres. Il a prouvé qu'il était capable d'accompagner Van Aert et Van Der Poel. Il a juste été viré par un motard. Putain. Aïe, ça, on s'en souvient encore. Et donc, son plafond de verre, je pense pas. Je pense qu'il peut encore nous surprendre. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il peut encore nous surprendre. Charlie, ton avis sur le profil de leader d'Alaphilippe? Ah, mais j'ai même pas répondu. Ah ben non. J'ai boycotté. Vas-y, Rolio, fini. Hein. Non, mais je te laisse, Charlie, je te laisse. À toi la main. De leader, le problème étant qu'on est français, on attend qu'il soit leader du Tour de France, leader du classement général. On pense pas à classique, alors que tu l'as très bien dit, Rulio, il a réussi sur des classiques à être vraiment parmi les derniers à pouvoir jouer la victoire. Et après, je sais pas, il faudrait qu'il change le faire chez la Quick Step, ça paraît un peu compliqué, même s'il y a Evenepoel qui vont dans le classement général et qu'il y a Almeida, qui a des bons coureurs qui peuvent l'entourer. Est-ce qu'il dans sa tête il est prêt à renoncer à cette saison où il peut cibler les objectifs, alors de partir encore plus en stage, de moins courir, d'être plus dans l'attente et suivre. Finalement, Bardet il en est revenu par exemple. Il s'est dit finalement je brûle mes belles années à faire deuxième et troisième, j'arrive pas à gagner le Tour. Donc franchement, je sais pas. Je pense qu'il aurait la capacité de faire un top 10 sans hésiter en le préparant, même un podium sans doute à nouveau, mais le niveau est tellement relevé sur le Tour de France que il se dit que peut-être ses meilleures chances sont de briller sur les classiques, même face à Van Der Poel et Van Aert. Il y a la place, ça peut le faire. Donc je pense son intérêt, c'est quand même peut-être de continuer à aller creuser son palmarès sur les courses d'un jour. Comme tu le dis, Roulu, il y a encore beaucoup à faire. Et à mon avis, il a plutôt intérêt à rester sur ce créneau-là. Le Tour, ça peut être un peu compliqué pour jouer vraiment la victoire finale. Bon, et côté français, pour revenir sur les championnats du monde, on a vu aussi des coureurs intéressants tels que Florian Sénéchal et puis Valentin Madouas. Finalement, elle est peut-être là la relève, Thierry. Ouais, c'est sûr. Après, c'était aussi la tactique, mais ils nous ont surpris. Ils ont su accompagner Julien jusqu'à ce qu'il attaque. C'est dans sa dernière attaque qu'il fait lâcher tout le monde. C'est grâce à Madouas. Donc elle est peut-être là effectivement la relève française. Rulio, tu peux nous en dire plus sur Madouas, parce que on l'a découvert finalement lors des championnats du monde, Madouas. Ouais, mais c'est un coureur qui était il était déjà là en 2020 à Imola pour le premier titre de Alaphilippe, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on l'a plus vu cette année. C'est un bon petit coureur qu'on a vu un petit peu déjà sur le Tour de France, mais qui s'est pour l'instant pas mis en extrême évidence. Mais c'est un bon petit jeune de Groupama FDJ et pour l'instant il a pas été... C'est un dynamiteur quoi, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un dynamiteur, c'est quelqu'un qui grimpe bien, qui roule plutôt bien. Il a encore certains axes de progression. C'est pas quelqu'un qui pour l'instant a été amené à être dans la lumière. Il est
plutôt voilà au service de ses partenaires chez FDJ, Gaudu ou Pinot. Mais c'est un coureur qui peut prendre de l'importance et ça serait sympa pour lui qu'il fasse un gros bon résultat durant cette saison. Ça va peut-être être un petit coureur qui va sortir un peu de l'ombre, même si pour l'instant l'ombre ça lui réussit quand même pas mal. Et Charlie Sénéchal, qu'est-ce que tu peux nous dire? À Sénéchal, franchement, c'est pour les classiques sur les Flandriennes, intégrer la Quick Step quand même et être dans l'équipe type, comme on dit, être là, c'est quand même vraiment être un Français, alors que plutôt les Flandriens, pour les Flandriennes à la base, c'est quand même déjà un coureur qui a un super niveau physique. Il a, je pense, un bon sens tactique. Là, il a été bon il a gagné sur la Vuelta, il me semble. Il a fait une perf avant les championnats du monde. Enfin, c'est un coureur qui également peut être un coureur de classique capable de gagner l'une des plus grandes victoires. S'il en a l'opportunité dans son équipe, c'est ça qui va être le plus difficile, c'est d'être parmi ceux qui peuvent un jour tirer son épingle du jeu. Mais il est chez Quick-Step et un jour, il y a le retour quand même de l'équipe qui lui fera confiance et pour lui donner une belle victoire. Ça s'est déjà vu par le passé, un super équipier qui va chercher une grande classique. Ça s'est déjà fait. Je pense que Sénéchal, il a à la fois le niveau physique et le sens tactique dans son équipe pour pouvoir prétendre à ça, je pense. Et puis il fait 9e du mondial en plus. Ouais. C'est deuxième français derrière Alaphilippe. Et puis Madouas, 13e. Hein. Bon, pour rester sur les favoris, en tout cas ceux qui nous ont impressionnés au cours de cette saison, j'en ai parlé tout à l'heure quand on était sur la Vuelta. Roglic, moi j'aime beaucoup Roglic. Vous savez, voilà, c'est mon côté, je sais pas, c'est ton côté soviétique. Ouais, c'est mon côté le mec qui tombe et qui se relève toujours. Je sais pas, il y a quelque chose dans son histoire avec le saut à ski qui l'a amené au vélo. Je sais pas, il a un côté très humain derrière justement ce physique de machine qu'il a. Et puis surtout, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'en fait il tombe en même temps qu'un extraterrestre qui s'appelle Pogačar, quoi. J'ai Pogačar, je suis slovène et j'ai Pogačar qui tombe en même temps que moi, qui arrive en même temps que moi. Bon, j'arrête le vélo, je dis c'est fini. Enfin voilà, Pogačar, il est programmé pour être au sommet pendant les 10 prochaines années. Et pourtant Roglic, il continue et il fait une magnifique saison. Alors certes, dans l'ombre de Pogačar, donc on l'a dit, il gagne la Vuelta. Il a failli remporter Paris-Nice. Il a quand même 3 étapes de Paris-Nice et au dernier moment, c'est un peu l'histoire de Roglic, quoi. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il gagne Paris-Nice et puis finalement la victoire s'envole. Il était pas en forme sur le Tour de France. Bon, il se blesse. Finalement, il abandonne. Alors que je pense que connaissant la personnalité du coureur, c'est pas le genre de cycliste qui abandonne aussi facilement. Là, c'était une vraie blessure. Hein. C'est pas Van der Poel qui est parti pour préparer les JO. Et d'ailleurs, en parlant de JO, Roglic, il remporte l'or au chrono, quoi. Donc je sais pas, il y a un côté résilience, Thierry de Roglic. Tu l'aimes bien, toi, Roglic aussi? Ouais, je l'aime bien. Puis, c'est vrai que on parlait toujours de ce côté un petit peu attachant. C'est vrai que, je me rappelle le Tour de France 2020 quand on le voit rêver avec le contre-la-montre, avec son casque de travers. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit bon, voilà, on est à la fois content pour Pogačar qu'on découvrait un petit peu, mais à la fois, ouais, quand on voit Roglic arriver comme ça passer et il est dépité avec son casque, hein, voilà, c'était ça. Mais ouais, Roglic. Surtout Thierry, hein, pour revenir sur donc c'était le Tour de France de l'an dernier. Le chrono de Roglic, il est pas mauvais, hein. Ah non. Tu vois, c'est celui de Pogačar qui est incroyable. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est horrible. C'est qu'en fait, Roglic, il peut pas se dire j'ai merdé. C'est juste, je suis tombé sur un extraterrestre. Ouais, c'est ça. Il fait le tour. Hein, il n'y avait pas d'erreur jusque-là et il tombe sur Pogačar et puis il est aussi ce qu'il aide, voilà, il est très fort en contre-la-montre. Il décroche l'or au JO. Voilà, des fois, ça lui permet aussi, lui, de faire des écarts et ouais, c'est un bon coureur. Et, je pense que, avec cette rivalité avec Pogačar, on a de la chance, de les voir s'affronter, aujourd'hui. Rulio, moi, je pense que Roglic fait partie, justement, de ces coureurs qui rendent Pogačar meilleur.
fait, Pogačar, il a besoin d'avoir des mecs comme Roglic pour le titiller et pour le pousser justement à se dépasser. Ouais. Et puis tu parlais tu parlais très bien de Roglic qui abandonne jamais, qui a cette hargne-là. C'est un truc de malade, ça le caractérise. Et puis si on reprend un peu dans l'ordre chronologique, Critérium du Dauphiné 2020 en août, il se casse la gueule la veille de la dernière étape. Le Tour de France, il brille jusqu'à cette fameuse planche des belles filles. Après, on a l'impression que le monde s'est écroulé sur lui. Il va chercher la Vuelta, il va chercher Liège-Bastogne-Liège. Paris-Nice, tout s'écroule. Alors qu'il va gagner, il se relève, il va gagner ensuite. Qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner une autre course, je sais plus ce qu'il fait après. Après le Tour de France, ça va pas quoi. Il chute dès le premier ou deuxième jour. Je crois que c'est le Tour, Monroulio, je crois que c'est le Tour du Pays Basque. Ouais, il va chercher le Tour du Pays Basque, exactement. C'était le Tour du Pays Basque, justement avec l'éclosion de Vingegaard. Je me souviens avec qui était là aussi avec lui, qui renverse Pogačar ou McNulty, je sais plus lequel, McNulty. Et ensuite, donc voilà, Tour du Pays Basque, il rebondit. Après Tour de France, c'est très difficile aussi. Il va chercher ensuite ce chrono, et puis il va ensuite aller gagner la Vuelta. C'est fou quoi, cette capacité de réaction, c'est un truc de malade. Et puis justement, humainement, c'est quelqu'un en fait de simple, parce qu'on on avait souvent un peu l'image d'un Roglic qui était un petit peu froid, qui n'aimait pas trop parler aux médias, qui était pas forcément un personnage très avenant. Et en fin de compte, j'ai discuté avec Aimé Favre, d'ailleurs je le salue, Aimé de Tignes, qui quand j'étais à RCF Savoie et qu'on suivait du coup le vélo là-bas, nous avait expliqué justement avant que le Tour arrive à Tignes que c'était quelqu'un qui était extraordinaire, qui parlait vraiment avec des gens de façon ouverte, tout ça, si on connaissait bien la personne. Donc en fait c'est quelqu'un de très 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 sympa. Il y avait une histoire marrante, c'est que au lendemain du Dauphiné 2020 où il avait chuté justement, il était vraiment dans un mauvais état, et Aimé Favre il lui avait filé un petit pot de miel, et apparemment c'est ça qui l'a requinqué pour la suite de la saison. C'est la petite légende là-bas de Savoie. Donc on partage. Et puis Génial. justement, et puis parce que je vais quand même pas esquiver toutes tes questions par rapport à Pogačar, mais c'est vrai que ça le rend meilleur en plus d'avoir un Slovène, voilà, un gars de ta nationalité qui performe aussi fort que Roglic. Il y a cette rivalité nationale qui t'emmène encore plus haut, et en plus Pogačar était fan de Roglic quand il était petit, donc en plus voilà, ça amène une petite histoire un peu romantique, et voilà, on a une belle connexion et une belle rivalité qui se met en place, et ça permet à chacun de se surpasser. Merci Julio, et toi Charlie, donc sur Roglic, c'est vrai qu'on l'a dit, mais il a beaucoup chuté, Roglic, donc il y a un côté d'ailleurs un peu poissard chez lui. Pourquoi il chute autant? Est-ce que c'est vraiment de la malchance, ou alors c'est parce qu'il a un cyclisme, une façon de courir qui est à risque, et qui fait que justement il est peut-être plus sensible aux chutes, ou il y a plus de probabilité qu'il chute? Pas particulièrement, non? Non, je sais, c'est difficile à dire effectivement, parce que venant d'un sport où l'adresse est quand même reine, le saut à ski. Après, en vélo, il a des bonnes capacités dans les descentes. Donc non, il a la malchance, je pense, c'est vraiment la poisse, être au mauvais endroit au mauvais moment, ou alors c'est des fautes d'inattention, parce que c'est vrai que même s'il était sportif de haut niveau, par contre, il n'a pas une énorme culture cycliste. Il traîne peut-être un peu trop parfois, il n'a peut-être pas un vrai bon poinçon pilote. Il faudrait voir avec son équipe comment ça se passe, comment il est, s'il est stressé. Mais il y a des coureurs comme ça qui ont eu de la malchance parce qu'ils étaient un peu moins agiles, un peu moins aller frotter devant, aller gratter du vent tout seul. C'est peut-être un peu plus compliqué, je sais pas. Je dirais que c'est un mélange des deux. Peut-être qu'il manque un tout petit peu de culture cycliste. Il est quand même venu au cycliste assez tard, même s'il a que la trentaine, il a 32, 31, 32. C'est pas très vieux pour le vélo. Il peut encore faire de belles années, mais il a pas fait. Il a pas été sorti à 17 ans des rangs juniors. Pour intégrer une équipe de développement. Enfin, il a vraiment dû se battre pour arriver jusqu'au haut niveau. Donc, toutes ces gammes, il les a faites petit à petit, et peut-être que ça lui manque un tout petit peu.
Donc, je sais pas, je vois pas trop de raisons, pas trop d'autres raisons après que c'est vraiment de la malchance, quoi. Tu disais Poissard, c'est ça, il n'a pas de chance, pas de chance, mais c'est. Pour finir sur Roglic, et c'est aussi pour ça que je l'aime tant, c'est vraiment un coureur qui a de la classe. On parlait donc de Paris-Nice, donc Paris-Nice, enfin c'est vraiment, enfin c'était une victoire qui était immanquable pour lui, un peu dans le genre de celle de l'an dernier où il se fait détrôner par Pogačar. Là c'est Shaman qui, alors je sais pas comment on dit, Shackman. Charman, ouais, Charman, qu'on voyait pas gagner une deuxième fois d'affilée Paris-Nice. On se disait bon, ça y est, il a gagné l'an dernier. Bon, bah cette fois-ci c'est bon, c'est Roglic. Et bon, bah il a cette fameuse dernière étape où il a des ennuis techniques, il n'y arrive pas. Enfin voilà, c'est horrible. Et donc il perd Paris-Nice à ce moment-là, et il va quand même saluer Charman juste après, quoi. Il arrive et il va le saluer, et on imagine avec toute la frustration qu'il peut avoir, il va quand même féliciter le vainqueur. Et je trouve que ces petits gestes-là, qu'on voit pas forcément à la télé parce que on est concentré sur la course et sur le déroulement de la course, c'est des choses qui aussi en disent long sur la mentalité de ce coureur. Hein, Rouillot? Ouais, c'est ce que me disait Aimé Favre, justement, j'ai oublié. Alors, vous allez me dire, je vous bassine avec mon Aimé Favre. mais en fait, c'est un gérant d'hôtel à Tignes qui accueillait les Jumbo-Visma et Roglic, et qui est du coup devenu ami avec lui. Et justement, il me disait que voilà, ce que je vous dis avec les médias, il est un petit peu froid, tout ça, mais avec ses adversaires, il va toujours être dans le contact quand même, être toujours avenant. Et du coup, ouais, ça s'illustre un peu ce que tu dis. Ouais. Et non, mais c'est et puis c'est pas la seule fois. Il avait également fait avec Pogačar sur la planche des belles filles. Oui, Ouais. je trouve que c'est une belle image du sport, un peu comme nous en France avec Alaphilippe qui nous donne une belle image du cyclisme. Et je pense que on est adolescent, et on a besoin aussi d'avoir comme ça des rôles modèles, hein, sur des sports, et je trouve que Roglic fait partie de ces rôles modèles comme Alaphilippe. Voilà, donc maintenant, les amis, il faut qu'on termine par le champion toute catégorie, hein, de cette saison, c'est Pogačar. Donc bon, on l'a traité d'extraterrestre, enfin de nouveau Eddy Merckx. C'est vrai qu'il y a un côté cannibale chez lui, Thierry. C'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien chez ce coureur, c'est que on a Alaphilippe qui lui, il se fixe des objectifs, il y arrive. Et Pogačar, il est encore plus là-dedans. Enfin, Roglic, voilà, c'était le Tour de France, finalement, il rebondit sur la Vuelta. Pogačar, c'était le Tour de France, le Tour de France, le Tour de France. Là, enfin, voilà, là, il a eu aussi son pic de forme, là, sur le Tour de Lombardie. Il l'avait eu avant le Tour de France aussi, enfin, en début de saison. Quand il a des objectifs, il y va, il y arrive. Et ouais, c'est ça que je trouve génial, c'est quoi. C'est un coureur aussi qui peut-être beaucoup mieux que les autres arrive à se gérer, et qui choisit ses combats. Oui, tout à l'heure on parlait du Tour du Pays Basque. Bon, le Tour du Pays Basque, c'est vraiment un tour de seconde zone, hein. Je veux dire, Tour de Grande-Bretagne, le Tour du Limousin, c'est un peu ce genre de. Mais c'est important dans la saison d'un coureur. Non, mais c'est important parce que au-delà évidemment des prix, hein, parce que bon, c'est aussi comme ça que les coureurs gagnent de l'argent, hein, c'est en allant sur des tours, en remportant des étapes, en remportant des compétitions. Mais ce Tour du Pays Basque, il était venu le relancer dans sa saison. Donc il gagne la 3e étape, mais ensuite il est en gestion. Et je trouve que ce que Pogačar est vraiment à faire, alors il est certainement accompagné par son équipe, mais il se connaît par cœur, et justement il sait quand il faut pas aller dans le rouge. Là où peut-être un Alaphilippe est plus instinctif, et il va y aller, il va solliciter la machine, mais bon, d'un moment la machine elle répond plus, quoi. Alors que Pogačar, t'as l'impression qu'il appuie sur un bouton, son propre bouton, hein, et puis derrière il y a une montée en puissance, enfin comme sur le Tour de France. Franchement, je sais pas vous, moi ça fait très longtemps, peut-être depuis l'époque Froome, hein, qu'on n'a pas vu un maillot jaune aussi dominateur. Rouillot. Ouais, c'est sûr qu'il était vraiment impressionnant. Et puis ouais, sur tout le reste de la saison, phénoménal de gagner 2 monuments plus le Tour de France la même saison. Il y en a 2 qui l'ont fait, c'est Fausto Coppi et Merckx.
Donc ça dit bien la dimension qu'il a pris. Et puis, comme disait Thierry, il a une idée en tête, il y va, il fait ce qu'il veut, il réussit. Là, il part à 30 bornes de l'arrivée en Lombardie, personne ne le rattrape. Si, Masnada, pardon. Mais je veux dire, il gère bien ce final. En plus, Masnada lui donne pas un relais parce que il y avait Alaphilippe derrière. Donc franchement, il sait se débrouiller tout seul. Il y a ce panache justement quand il part, quand il construit sa victoire sur le Tour de France là, cette année, quand il part au Grand Bornand, encore plus de kilomètres avant la fin. C'est la pluie, c'est le froid. Il se bat, il y arrive. Et encore, il est passé assez près aussi sur certaines courses quoi qu'il aurait pu remporter. Ça s'est pas joué non plus à grand chose. Donc ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu un coureur aussi dominateur. Et même Merckx l'a dit, Merckx a dit Pogačar, il peut gagner beaucoup plus de tours que moi s'il continue comme ça, c'est incroyable. Et en plus, voilà, il fait partie avec les Van Aert, les Van Der Poel, des coureurs qui réinstallent un peu ce mode de coureur tout terrain. On avait perdu un peu ça ces dernières années. Froome, Indurain, c'était des coureurs de grands tours, quoi. Et puis, ils s'alignaient pas sur les autres épreuves. Il y avait deux mondes du cyclisme qui se séparaient, quoi. La saison, t'avais l'impression qu'elle était coupée en deux, alors qu'avant, voilà, les Merckx, les Coppi, ils jouaient sur tous les terrains. Et donc, on a l'impression que voilà, maintenant tout le monde se mêle un petit peu à tout et c'est un peu peut-être le retour du cyclisme champagne, quoi. On en parle souvent ces derniers temps. Merci Rouliot. Et donc Charlie, Rouliot le disait, c'est vrai qu'il va chercher quand même Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour de France. Tu penses qu'il s'est programmé à ça? Je pense qu'il a également une part d'instinct. Il cible ses objectifs, mais sur le vélo, ce qu'il a programmé, je ne sais pas s'il a programmé. Après, quand même, il arrive pour être compétitif. Il démarre un peu plus tard sa saison. Mais par contre, quand il fait la saison, il a fait vraiment de bout en bout et jusqu'au bout, quoi. Il accepte aussi d'avoir des temps faibles. À Ploué, il était dans l'échappée. Il a une fringale. Bon, il est derrière. Finalement, il savait que son lotis, il disait, c'est mon lotis, c'est Lombardie. Il disait que ça. Et il arrive à tenir ça. Donc, il est à la fois très organisé sur ses moyens. Il sait qu'il n'a pas forcément une équipe qui lui permettrait d'écraser toutes les courses. Là, pendant le Tour, il avait bien Maïka. Il l'a réservé pour une ou deux étapes. Il sort la carte Maïka au bon moment. Il est quand même très intelligent, je pense. Il s'est bien entouré. Et autour de lui, je pense qu'il y a des personnes, quand ils font ses programmes, se disent, OK, à quel moment tu peux remettre un peu la gomme, un peu être le leader vraiment de l'équipe de façon incontestée. Non, c'est de la science. Je pense qu'on n'arrive pas à gagner 2 monuments comme ça dans une même saison, à renouveler l'exploit du Tour de France une nouvelle fois, sans avoir un peu je dirais qu'il y a une part d'instinct quand même, parce que quand il part à 30 bornes, 35 bornes du Tour plus loin, il sait pas forcément s'il va réussir à avoir les forces pour aller jusqu'au bout, je pense, dans les deux cas. Donc, quand même, des fois, c'est un peu un coup de poker, quoi. Il tente, et voilà, il ose, en fait. C'est la caractéristique du vélo maintenant, c'est que si tu arrives à prendre des risques, avoir des suffisamment bons moyens physiques, tu peux renverser des courses, tu peux faire ça. Evenepoel le fait régulièrement, on en parle un peu moins, mais il fait des courses incroyables. Enfin, il fait des échappées dantesques loin de la course. Donc, l'arrivée. Donc, moi, franchement, je sais pas si c'est programmé. En tout cas, c'est sûr que ça va durer. Vu sa jeunesse et s'il est sérieux, on va le revoir, je pense. Et puis on parlait de leader. Là, pour le coup, Pogačar, c'est leader incontestable. Et bon, il a une équipe fantastique. Ça, c'est clair qu'il a une équipe fantastique. Mais on a l'impression qu'il a tellement de talent qu'il serait même dans une équipe moyenne, il réussirait les mêmes résultats. En tout cas, il n'y a pas de contestation. Et c'est ce qui prouve aussi qu'une équipe fonctionne bien. C'est que ça arrive, tu l'as dit, Charlie, qu'il ait des coups de moins bien, qu'il ait des fringales, ça reste un humain, mais il est épaulé par ses coéquipiers tant il a de l'aura, donc ça veut dire aussi que sa personnalité chaleureuse, on compare avec Roglic, qui est peut-être un peu plus froid d'approche, mais Pogačar c'est le contraire, Pogačar il est très sollicité.
un ange. Il répond aux médias. Enfin, toi, il a aussi cette fraîcheur, mais qui est pas uniquement liée à sa jeunesse. C'est que on sent qu'il a une maturité, il a un recul sur son sport qui fait aussi il est en avance aussi psychologiquement, Thierry. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis on reparlait de l'équipe sur le Tour de France. Hein, quand on voit UAE, ils ont Trentin, Gaviria, Christophe. Ils en mettent aucun sur le Tour de France, alors qu'ils pourraient en mettre un. Enfin, tu peux quand même en mettre un. Non, c'est tout pour Pogacar. C'est Pogacar, Pogacar, Pogacar. Et voilà. Et du moment où ça sera comme ça, que, ben, comme tu disais, peut-être que même des fois avec une équipe moyenne, il pourrait le faire, mais avec une équipe forte comme ça, voilà, il est encore plus fort. Et en plus, il y a eu l'annonce là. Bennett et Almeida arrivent prochainement à UAE. Donc là, l'Armada va être renforcée. Un truc pas mal. Hein. Rulio, tu me fais la transition pour la fin de l'émission parce que donc là, effectivement, on a été sur les individualités parce que le cyclisme c'est d'abord un sport individuel, mais on va parler un peu du mercato des équipes. Alors, on sait très bien que justement, une fois la Vuelta terminée, le mois de septembre devient le mois du mercato et ça n'arrête pas. Donc, les enjeux pour les équipes, c'est déjà de prolonger leurs coureurs. Et puis d'en signer de nouveaux. C'est pas comme le foot, hein, il faut pas exagérer non plus. Il y a pas énormément de mouvements et c'est pas qu'une histoire d'argent, mais c'est aussi une histoire de dynamique et de statut d'équipe. Et notamment dans les jeunes coureurs, ceux qui étaient les bons lieutenants, hein, les bons coureurs qui ont peut-être le niveau, le potentiel pour devenir leader. Thierry, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement qu'on peut signaler là, qui ont eu lieu ces dernières semaines? Déjà on a vu Nibali qui est retourné qui est retourné chez Astana. On a Astana l'équipe EHPAD, hein, on peut le dire, hein, Thierry. un petit peu sachant que même ils vont perdre des tensions avec Miguel Angel Lopez. On sait qu'il y a Bernal aussi, qu'est-ce qu'il va faire, Vlasov aussi comme le dit Rulio. Alors on a aussi l'Italien Gianni Moscon qui a quitté les Ineos Grenadiers pour rejoindre Astana. Qu'est-ce que ça vaut? Ils auraient pu avoir Astana, vainqueur de Paris-Roubaix. Hein. Ouais, c'est vrai. Il a la malchance qu'il a eu. Il avait tout droit vers le pavé dans la main. C'est incroyable. Il crève, après il tombe. Paris-Roubaix voulait pas de Moscon, tout simplement. C'est la seule. Ouais, bon, donc effectivement, Astana, on va voir ce que ça donne, mais Ineos Grenadier, jusqu'à présent, c'était quand même une grosse équipe. J'ai l'impression que ça va être un peu plus dur pour eux, Charlie. C'est plus dur parce que le cyclisme c'est un peu stéréotypé avec 4 gars qui font les tempos dans l'école. Ça marche plus. Donc il faut changer complètement, se révolutionner. Ils ont fait des bonnes tentatives. Hein. Carapaz, alors ça marche pas toujours, mais c'est quand même un peu. Adam Yates, c'est pareil, hein, parfois ça marche pas, mais ils sont plutôt dans un cyclisme offensif. Sur la Vuelta, ils ont essayé de se rebeller de cette façon-là aussi. Après, c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus intéressant. On aurait une seule équipe qui écrase toutes les épreuves, ce serait ennuyeux, mais même Jumbo-Visma, on les voyait gros comme une maison sur le tour avec Roglic, finalement ils sortent Vingegaard. Une autre carte, un peu inattendue, même s'il y avait déjà quelques références auparavant. Pour revenir à Ineos, il y a du temps, quoi, la transition entre le cyclisme de Bransford un peu mécanique avec un leader qui va tout écraser sur une étape de montagne et puis après on contrôle l'épreuve pendant une semaine ou 10 jours. C'est un peu fini, quoi. Donc faut les attendre sur d'autres terrains. Ils ont des cours plus de liberté, donc tant mieux si ça peut se faire sur l'ensemble du calendrier, pas simplement sur quelques courses, quoi. Thierry, côté Movistar, il y a quelques arrivées intéressantes, notamment Alex Aramburu, jeune coureur qui je crois a gagné une étape sur le Tour du Pays Basque. Décidément, c'est the place to be, ce Tour du Pays Basque. Mais c'est un profil intéressant, c'est un bon petit puncher. Et on a aussi Oscar Rodriguez, hein, qui rejoint la Movistar. Donc c'est une équipe qui était on va dire peut-être passée en seconde division, hein, ces derniers temps. Et là ils ont envie de compter, c'est ça?
Ouais, je pense. Après, enfin voilà, on a aussi Enric Mas qui est prouvé aussi sur la C'est Volta. vrai, c'est vrai. Mais enfin, on parle aussi de Gorka Izagirre, son frère qui est parti du chez Cofidis. Ouais. Ouais, Mais ouais, ouais. ouais, c'est vrai, Aramburu, un bon coureur. Et puis aussi, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais l'équipe Bora qui a recruté un petit peu de partout. J'ai vu Jay Hindley, Ah ouais. j'ai, Ouais. alors je l'ai pas sous les yeux là, mais Thierry, ils ont sorti le carnet de chèques là, hein. C'est ça l'histoire, hein. ah ouais, ouais, ben, quand on voit Bah, Vlasov, Vlasov. Bennett, Higuita, Hindley, bon, on a des Van Poppel aussi, non, ils prennent, il me semble. ouais, Van Poppel aussi, c'est ça. Je vois aussi Marco Haller. Donc ouais, ils ont fait un recrutement. Bon, après ils ont perdu Sagan, mais Ouais, ils ont fait Sagan, c'est quoi, 36 ans, Sagan? je Je crois que, crois, je crois que ouais, je Sagan, crois que ça c'est commence ça. on adore, hein, bien sûr qu'on adore Peter Sagan, mais bon, forcément, l'âge avançant, Je crois qu'ils je ouais, crois qu'ils vas-y. perdent aussi. Je crois qu'ils perdent aussi à Kerman. Bora, il me semble qu'il va chez UAE. Si je Ouais, dis pas de c'est ça, bêtises. c'est ça. Ouais. Donc, je sens UAE, grosse équipe, quoi qu'il arrive, hein, ça c'est clair et net, on le sait. Maintenant, derrière, la Jumbo-Visma, Bah, qui font quand même un gros recrutement parce que si mes souvenirs sont bons, ils prennent Juan Denis Ouais. d'Ineos, bah, Christophe Laporte du coup. ouais. Il y a un petit jeune qui arrive, je crois que c'est Van Dijk, il arrive je sais plus d'où il arrive, on va dire de Liverpool. Ouais, c'est le développement de l'équipe. Ah, ok. Et puis, je crois qu'il y a Van der Sande aussi, il me semble, qui vient et qui a été quand même une belle révélation cette saison chez la Lotto. Donc, ça va être pas mal pour la Jumbo qui va perdre du coup Bennett du AE et qui s'en va aussi chez la Jumbo qu'on peut noter. Bah, Tony Martin, il part à la retraite, on l'a vu, qui a remporté le relais avec l'Allemagne au JO, enfin au championnat du monde. Ouais. Et donc, voilà, belle retraite pour Tony. Hein. C'est ça, non, non, un coureur qu'on aime bien, comme d'ailleurs son homonyme Dan Martin, mais qui lui est irlandais. Moi, Ouais, qui c'est arrête rouleur aussi. là. Moi, j'aime bien ces profils de rouleurs. Bon, côté équipe française, AG2R Citroën. Bon, je pense que c'est acté, hein, c'est acté que Citroën mise plutôt sur peut-être une efficacité à 2-3 ans plutôt qu'être vraiment opérationnel l'année prochaine. Il faut préparer l'après-Bardet, c'est ça, Charlie? Ouais, ils ont comme bien commencé quand même, hein, Champoussin qui est clos par Épintre, qui est pas mal non plus, enfin, qui grimpe dans la hiérarchie progressivement. Bon, Ben O'Connor, ça a quand même été la bonne Ouais. pioche, hein, tout le monde s'est accordé à le dire. Vraiment, il a sauvé une grande partie de la saison de l'équipe. Après, sur les classiques, Greg Van Avermaet, il est plus tout jeune, donc un peu compliqué. Donc, il va falloir trouver des cartes par là pour occuper le terrain et prendre la relève et prendre la suite. Ouais, Charlie, tu parlais de Van Avermaet, il s'est épuisé sur le tour, hein. Il aurait fallu le faire une impasse, quoi. Ouais, sans doute, ouais. On l'amène au stage, c'était le nom le plus connu, donc il était un peu incontournable sur le tour, donc il l'emmène sur le tour, mais finalement il s'est épuisé, quoi. Il a quand même un peu l'âge qui pèse sans doute pour faire les exploits qu'il pouvait faire auparavant sur le tour où il avait pris le maillot jaune. Donc Ouais, et puis c'est un diesel, hein, c'est un diesel. Enfin, tu vois, c'était. Ouais, il fait Donc, troisième, il fait un podium dans une des grandes classiques de début de saison. Il arrive quand même encore à faire ça, mais c'est vrai que voilà, faut trouver d'autres cartes. Il y a Cosnefroy, il y a d'autres coureurs qui occupent le terrain chez AG2R Citroën. Donc, ça peut être des bonnes surprises. Effectivement, on peut avoir des bonnes surprises l'année prochaine, mais on a plutôt le sentiment que c'est une phase de reconstruction. oui. On parie sur des jeunes potentiels qui plutôt vont éclore dans 2-3 ans. Par contre, côté français, il y a une équipe qui nous fait plaisir, Rulio, c'est Cofidis. Ouais. Cofidis, ils ont envie de peser, hein. Ah ouais. Puis franchement, sous l'impulsion de pardon, de Cédric Vasseur, c'est une belle équipe.
On a l'impression que voilà, ils reviennent un petit peu au premier plan, mais avec Christophe Laporte. Là, des fois, on voit Herrada. On a vu pendant le Tour de France Ouais. qu'il pouvait être aussi actif. Alors, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas gagné sur le Tour de France, mais voilà, il y a de belles arrivées aussi donc cette année. Brian Cocard, je crois qu'il arrive. Isaac Guiré. Isaac Guéré qui arrive d'Astana, tout à fait. Je crois qu'il y a Benjamin, il doit y avoir Benjamin Thomas qui arrive le groupe AMFDJ. Donc, il y a du lourd, il y a de l'argent quand même. Oui, mais Rulio. Et il y avait la rumeur Bernal. Oui, mais Rulio, le problème, si tu fais venir Bernal, enfin, il y a un déclassement de Guillaume Martin. C'est pas possible. Tu vois. Ouais. Et pardon, mais Guillaume Martin, il fait pas une mauvaise saison. Hein. Non, il est encore présent sur la Vuelta et sur le Tour. Hein. Il est seul. Rulio, il est seul. Et il fait deux top 10. Donc, c'est un garçon qui a du caractère, qui est pas encore capable totalement de suivre les meilleurs tout le temps, ce qui fait du coup la différence au classement général. Il n'y a pas les mêmes gens. Après, il n'y a pas aussi la même équipe derrière qui peut le soutenir. Mais franchement, il est régulier. Et puis, en plus, il avait subi une belle chute en descente dans la saison qu'il a peut-être un peu refroidi. On sentait que quand le col arrivait, il y a un petit peu les chocottes pour redescendre. Donc, la confiance, elle était un peu ébranlée par rapport à ça. Donc, s'il retrouve tous ses automatismes, s'il retrouve toutes ses qualités en descente, il peut faire de belles choses aussi, Guillaume Martin. C'est un gars qui a une bonne mentalité en plus. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Hein, c'était un bon panorama de fin de saison. Alors c'est pas vraiment la fin de saison, hein, évidemment. Il va continuer à avoir des petites courses, hein, c'est ça Thierry, mais rien de majeur. Donc en fait les coureurs vont continuer à s'entretenir, mais on est dans ce qu'on appelle la saison basse, hein, c'est ça Thierry. Ouais, c'est ça, plus de courses sur le Tour, des petites courses. On aura le Chrono des Nations aussi. Mais sinon des petites courses. C'est ça, dire de s'entretenir, mais plus rien de World Tour. Ça c'est fini. Et ça repart quand alors Thierry, grosso modo? Quand c'est qu'on considère que la saison reprend? C'est le printemps, hein. Ouais. On a un petit. Ça commence généralement en février avec l'UAE Tour qui démarre. Ouais. C'est ça. L'UAE Tour, donc qui a quand même réussi à faire son trou à coup de prize money gigantesque, hein, parce que c'est ça l'histoire. Hein, il faut quand même y aller là-bas. Hein. Ouais. Puis ils ont une belle histoire avec le Covid aussi. Ça a été la course où tout le monde s'est contaminé et il y a beaucoup de projecteurs. C'est vrai, Rulio. Bon, on souhaite évidemment que ce soit pas le cas l'année prochaine, mais voilà, on a en tout cas plusieurs mois maintenant pour patienter. On souhaite à tous les coureurs un repos mérité, hein, parce que c'était une nouvelle fois une belle saison de vélo. On espère retrouver nos champions, pas uniquement français, hein, tous les champions en bonne forme. C'est vrai que c'est long, hein. C'est vrai que quand on se dit, voyez, on est mi-octobre, et se dire qu'on va patienter jusqu'au printemps prochain pour les retrouver. Ouais, mais Christophe, dès jeudi, soyez bien au rendez-vous. Le Tour de France est dévoilé. Le parcours du Tour de France est dévoilé par Christian. C'est vrai, tu as raison, mon Rulio. D'ailleurs, c'est quoi votre pari là sur le parcours du Tour de France, Thierry? Moi personnellement, dans le Nord, c'est un peu délaissé. C'est vrai que ce serait sympathique de passer, de pas nous oublier. Mais si pour l'année prochaine on peut avoir un parcours similaire peut-être à cette année, moi je trouve que cette année le parcours était quand même plutôt sympa. Donc c'est vrai qu'ils ont innové. Charlie, sur le parcours du Tour de France? Alors, je sais pas si le Nord sera à l'honneur. En tout cas, partant du Danemark, il y a des chances qu'ils abordent le Nord. Alors, j'espère qu'on aura du pavé. Moi, j'espère qu'on aura du solide. Alors, peut-être un peu dur pour le début de course, mais faut trouver le bon dosage de Tour. Hein. C'est à la fois le classicisme et puis les innovations. Moi, j'attends quand même quelques surprises, quoi, des cols dénichés qui n'ont jamais été vraiment escaladés par les meilleurs, peut-être le retour d'Alpe d'Huez, peut-être, au sens classique du terme.
voilà, c'est comme un peu des passages obligés. On peut pas trop s'en éloigner non plus des classiques. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. J'ai quand même trouvé le parcours de cette année très difficile. Voilà, donc je pense qu'il faut pas jouer dans la surenchère. Ça serait peut-être bien de peut-être mieux niveler, notamment les passages de montagne, parce que là il y avait quand même un gros goulot, un gros goulot montagneux Alpes-Pyrénées, d'ailleurs qui a fait très mal puisqu'on a vu beaucoup d'abandons, bon comme chaque année évidemment, mais là je trouve que c'était quand même un petit peu trop. Voilà, c'est juste ça. On espère en tout cas que les organisateurs nous écoutent, ce dont on n'est pas vraiment sûr. Bon, moi je suis certain. Voilà. Mais juste pour l'Alpe d'Huez, c'est sûr du coup qui sera à l'honneur cette année. Et normalement, ça devrait être le 14 juillet. On devrait avoir un 14 juillet à l'Alpe d'Huez. Ça nous fait penser tout de suite à Thibaut Pinot qui gagne il y a quelques années de ça, le 14 juillet à l'Alpe. Et puis dans les Alpes, il devrait du coup passer à l'Alpe d'Huez. On devrait avoir une petite nouveauté, le col du Granon. Le col du Granon qui est dans les Hautes-Alpes. Et attendez, je suis en train de chercher le pourcentage de moyenne. Je crois que c'est 10% de moyenne, 12 km à 10% de moyenne. Et c'est à plus de 2400 mètres d'altitude. Et donc voilà pour les Alpes. Et puis on devrait avoir aussi un peu en Savoie, Haute-Savoie, on devrait peut-être arriver à Megève. On devrait avoir, après un passage en Suisse, on devrait arriver à Megève, à Morzine-Megève, avec peut-être une arrivée en haut de la côte de Domancy. Ça peut être sympa. Ouais, on a déjà mal aux jambes. Exactement. Merci encore à vous d'avoir participé donc à cette première saison de Barbecue Vélo, et donc on se retrouvera l'année prochaine pour la suite de Barbecue Vélo. Portez-vous bien et donc à bientôt sur Radio Merguez & Co. Salut. Bonsoir à tous. À la prochaine.